Bonjour à tous. Nous sommes heureux là d'organiser avec l'OCDE, la Direction de coopération du développement, ce webinaire sur la coopération multilatérale et le changement climatique. Merci à l'OCDE de nous avoir demandé d'organiser ce webinaire à l'occasion de la sortie du magnifique rapport sur le financement multilatéral du développement et de nous avoir associés à d'autres think tanks sur ce sujet. La spécificité de notre webinaire d'aujourd'hui est double. D'abord, il est en français, voilà, et bien qu'il soit traduit en anglais, mais il s'adresse prioritairement à un public francophone, mais les anglophones sont bienvenus à travers la traduction. Et d'autre part, il concerne le lien entre le financement multilatéral et le changement climatique. Dans la coopération multilatérale, le changement climatique joue un rôle évidemment majeur ou devrait avoir un rôle majeur, car s'il existe un bien public mondial que la coopération multilatérale doit chercher à préserver, c'est bien le climat. Et l'on sait qu'il n'y a pas de solution à ce grand défi du siècle sans la coopération multilatérale. Et ceci vaut bien sûr pour la mitigation, l'atténuation, mais aussi pour l'adaptation et pour ce que l'on appelle aujourd'hui la compensation des pertes et dommages, puisque à l'issue de la COP27, une résolution a été adoptée in extremis pour prévoir un fonds sur la compensation des pertes et dommages, ce qui montre à la fois les limites et les vertus de la coopération internationale menée à son terme, car la décision a été obtenue à l'arraché, on peut dire, pour des raisons politiques plus que techniques, et elle peut apparaître soit comme une décision historique, ce que certains considèrent, soit pour une simple addition d'un fonds ajouté à quelques dizaines d'autres pour le climat. Donc il y a vraiment deux perspectives tout à fait opposées. Mais je crois que après le discours qui a été prononcé par le président Macron à l'issue de la COP, cette décision peut trouver sa place dans une réforme d'ensemble du système de coopération au bénéfice des pays les plus vulnérables, ce qui pourrait donner un contenu effectivement historique à cette décision. Alors, nous allons, à partir du rapport, entendre successivement Olivier Cataneo, qui est le chef d'unité d'analyse des politiques et stratégies à la direction de la coopération du développement de l'OCDE, et son collaborateur Abdoulaye Fabrega, qui est économiste dans cette unité. Puis, nous entendrons les commentaires d'abord de M. Doussouma, qui est Dorsuma, excusez-moi, cher ami, qui est le directeur du climat, de coopération sur le climat à la Banque africaine de développement, et Bruno Cabriac, qui est le directeur général adjoint des études et des relations internationales à la Banque de France. Je permets d'ajouter que Bruno est avec quelques grandes autres personnalités, membre d'un groupe qui a été constitué récemment à la FERDI sous l'égide de la chaire Financement international du développement, et qui est chargé de réfléchir aux réformes que l'on peut apporter au système multilatéral, où il siège là à côté d'autres personnalités comme Philippe Le Houerou, Alain Leroy et Jean-Michel Severino. Voilà, nous allons pas perdre plus de temps et commencer tout de suite par entendre Olivier Cataneo, que je remercie encore d'avoir accepté d'organiser ce séminaire avec nous. Merci beaucoup Patrick pour ces mots d'introduction. Je vais essayer de partager mon écran pour une présentation, en espérant que ça marche. Oui, parfait. Non, et tout d'abord, pour vous remercier encore de nous accueillir une nouvelle fois. On commence toujours par la FERDI pour lancer ce rapport, et en français, comme vous l'avez dit, ce qui est l'unique présentation en français du rapport. Donc, ça nous tient particulièrement à cœur. Merci beaucoup. Donc, on commence sur le rapport où on voit qu'en fait, le système multilatéral de développement est de plus en plus sollicité.
40%, un peu plus, de l'aide transite à travers ce système. Et c'est ce qui est montré sur la gauche et sur la droite. On voit que de manière continue, les financements du système multi, ces déboursements s'accroissent. Et ceci particulièrement en période de crise, où le système multilatéral est toujours aux premières loges pour répondre. On l'a vu avec le Covid, avec un accroissement de 37% de ces déboursements, ce qui est un peu moins de manière relative que lors de la dernière crise de 2007-2008, mais reste très conséquent. Pourquoi on utilise tellement le système multilatéral? En fait, c'est parce qu'il y a un effet de levier. On entendra souvent parler dans les diverses discussions de réforme du système multilatéral et des banques multilatérales de développement, notamment pour nos membres du comité d'aide au développement de l'OCDE. On voit que ce qu'ils mettent dans le système est multiplié par 3 à la sortie. Tout ceci grâce à la contribution d'autres acteurs, à la possibilité des banques de développement, par exemple, d'aller sur les marchés financiers pour jouer de leur bilan et lever des fonds, et aussi grâce à la finance mixte et la possibilité de mobiliser des fonds privés. Cet accroissement, toutefois, s'est fait au prix de certaines choses qu'il faut avoir à l'esprit. La première, ça, on l'avait déjà montré dans notre dernier rapport, c'était le point de focus, c'est une forte croissance de la part des contributions fléchées. C'est-à-dire quand un donneur donne de l'argent à la Banque mondiale, aux Nations unies, etc., il veut savoir dans quel secteur, dans quel pays exactement il sera déboursé. On voit que ça représente aujourd'hui plus d'un tiers des contributions au système multilatéral et 16% de l'aide. Ça a de nombreuses conséquences pour les organisations internationales. L'une d'entre elles, qui est montrée dans le graphique de droite pour le système des Nations unies, c'est cette corrélation entre les contributions fléchées et la volatilité des fonds. Et on l'a vu encore une fois dans la crise Covid, la capacité de mobiliser des fonds dépend des donations des donneurs et de si les contributions sont fléchées ou pas. Donc ça, c'est un premier souci. Deuxième chose, on voit une très forte fragmentation du système. On le voit sur le graphique de gauche. Il y a aujourd'hui plus de 200 entités, 200 institutions dans le système multilatéral de développement, ce qui est absolument énorme. Et comme on voit, c'est la profusion de ces petits points en haut à droite du graphique. C'est tous ces fonds verticaux, etc., qui sont créés pour adresser de nouveaux problèmes qui émergent. Toutefois, le corps du système repose sur une dizaine d'organisations qui représentent toujours plus de 70% des déboursements. La conséquence de ça, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le tableau de droite, c'est que le système devient incroyablement complexe. On a essayé de faire une cartographie des fonds des banques multilatérales de développement et autres et voir dans quel secteur ils intervenaient. Et on voit qu'il y a de très fortes concentrations dans certains secteurs qui restent délaissés. Et donc, il y a des questions de duplication, des questions de cohérence, etc., qui peuvent se poser. Et notamment, vous pensez que vous êtes un PMA, un pays moins avancé, vous devez postuler pour obtenir des fonds de ces diverses entités. Ça peut très vite devenir très compliqué, voire même vous pouvez renoncer à cela si c'est trop compliqué. Troisième point, c'est qu'on voit que la bonne nouvelle, c'est que la multiplication de ces fonds permet de mobiliser plus de ressources pour le système multilatéral, mais ça se fait aussi au détriment du système dit historique, donc des Nations unies et autres. Or, ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que ces nouveaux fonds comptent encore sur le système historique pour délivrer leurs projets. Donc, ils peuvent se tourner vers la Banque mondiale, ils peuvent se tourner vers les Nations unies pour mettre en œuvre leurs projets. Donc, à la fois, ils sont concurrents pour le financement, mais aussi abondent le financement du système historique et ont besoin de leurs outils pour délivrer leurs projets. Donc maintenant, j'en viens spécifiquement à la question que vous avez posée, Patrick, au début sur le climat et sur l'autre sujet qui est
qui est dans l'actualité, celui des banques multilatérales de développement et de leurs réformes, et les deux sont très étroitement liés. Vous avez mentionné l'initiative du président Macron, il y avait aussi le Bridgetown Initiative de la première ministre Mottley, qui est depuis en fait l'Assemblée générale des Nations unies de septembre. L'agenda s'accélère sur la réforme du système multilatéral de financement du développement. Donc, comme vous l'avez dit en introduction, le système multilatéral est extrêmement sollicité et répond énormément aux besoins de financement de la lutte contre le changement climatique. C'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, où les déboursements ont été multipliés par 2 en 4 ans. Et on voit sur la droite, c'est pour ça que je disais que les deux sujets étaient étroitement liés, que qui est encore une fois en première place, ce sont essentiellement les banques multilatérales de développement sur les questions d'environnement. Pourquoi on fait ça, encore une fois? Parce que les besoins de financement pour le climat sont énormes. On parle de milliers de milliards de dollars de besoins, on parle de multiplier par 3, 5 les financements pour arriver à atteindre les objectifs climatiques. Et juste, je voulais mettre en garde sur 2 choses. La première, sur le graphique de gauche, on voit que la part du financement public dans le bilan des banques multilatérales de développement ne cesse de diminuer. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'on a peu d'argent public et on dit toujours qu'il faut travailler le bilan, sweat the balance sheet of the World Bank, travailler le bilan de la Banque mondiale pour mobiliser, aller sur des capitaux privés. La conséquence de ça, toutefois, on voit avec cette forte, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment désirable? Parce qu'on voit que les conditions qui sont attachées à ces nouveaux prêts, bien sûr, doivent respecter aussi ce que demande le secteur privé auprès duquel la Banque mondiale va. Et on voit des pays comme le Cambodge qui ont dû renoncer à des prêts d'AIDA parce que les conditions n'étaient plus satisfaisantes par rapport à ce qui existait avant. Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur la droite, c'est de voir qu'en fait, les banques multilatérales de développement vont très peu finalement dans les PMA. Encore une fois, ils s'intéressent à des gros projets d'infrastructure dans les pays à revenus intermédiaires, si possible à revenus intermédiaires élevés. Et on voit que si on compare, là c'est pour le financement, encore une fois, du climat, 17% des financements des banques multilatérales de développement vont dans les PMA, comparé à 24% pour les fonds verticaux et à 59% pour le reste des acteurs. Donc c'est relativement très peu, et tout d'où la question de la prise de risque des banques multilatérales de développement, comment les inciter à aller plus dans les PMA. Donc, je vais juste conclure par ce graphique où, en fait, ce qu'on voit, c'est que le système multilatéral est pris dans un double cercle vicieux. On sait qu'il est en situation de stress, avec une manque de ressources, avec des besoins de réforme. Mais comment cela se traduit? Ça se traduit, premier cercle vicieux, par le fait que les États créent de nouveaux fonds pour répondre aux besoins, au lieu de mettre l'argent dans le système historique. La création de ces nouveaux fonds contribue à une fragmentation. Cette fragmentation contribue à une moindre efficacité, contribue aussi à une moindre redevabilité, ce qui nourrit encore plus le problème de confiance, le problème de ressources et le besoin de réforme. Donc ça, c'est le premier cercle vicieux dont il faut sortir. Et le second cercle vicieux, c'est l'arbitrage entre le court et le long terme. Du fait que le système est en situation de stress et a peu de ressources, il se focalise sur la gestion de l'urgence, sur le très court terme. On voit même sur ça, ça ne suffit pas les financements, parce que cette année, les Nations Unies, le secrétaire général a dit qu'il manquait 55% encore du coût de la réponse humanitaire à la crise n'était pas financé encore cette année, alors qu'on est déjà en fin novembre, début décembre. Et donc, cette focalisation sur le court terme fait qu'on investit moins dans les réformes, on investit moins dans la préparation, la prévention des crises futures, donc on sera moins efficace pour les gérer, et donc encore moins de confiance,
et donc encore moins de ressources et encore plus de besoins de réforme. Et vraiment, c'est ces deux cercles vicieux qu'il faut essayer de rompre aujourd'hui. Et voilà, pour lancer la discussion, je m'en retourne à vous. Abdoulaye, on n'avait qu'une seule présentation pour nous deux, donc il interviendra pendant la discussion en fonction des sujets qui seront soulevés par les participants. Merci beaucoup. Merci à Olivier pour cette magnifique présentation qui est très éclairante, et le cercle vicieux de la fin est vraiment une question à laquelle nous devons essayer de répondre, et je serais heureux d'avoir le point de vue de M. Dorsuma et de Bruno Cabriac sur ce sujet. Juste peut-être une question avant d'entamer le débat. Olivier, tu as très clairement montré la fragmentation du système multilatéral dans son ensemble, et montrer la part ensuite que les financements climat avaient dans ce système multilatéral. Si on joint les deux, est-ce qu'on peut dire à une lecture rapide d'un des tableaux qu'il y a à peu près 86 fonds multilatéraux différents pour le climat? Parce que si on rajoute dans la colonne où il y a le croisé, si on lit la ligne environnement, et si on fait la somme de la ligne, on arrive à quelque chose comme 86. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise interprétation du tableau de dire que pour le climat, il n'y a pas tellement d'argent, mais il y en a quand même 86 fonds qui sont dédiés au climat? Est-ce que c'est vrai ou non? Alors, Abdou pourra vérifier, mais je n'ai pas le tableau en face de moi, mais effectivement, ça fait partie des secteurs où il y a le plus de fragmentation. Donc, encore une fois, on utilise les catégories CRS qui ne correspondent pas exactement au climat, etc., mais à l'environnement. Mais Abdou, qu'est-ce qui fait de sens pour si on ajoute les colonnes? Oui, c'est une quarantaine de fonds, parce qu'en fait, la colonne de droite, c'est la colonne du total qui additionne les entités qui sont dans les trois colonnes de droite, qui correspondent aux banques multilatérales de développement, aux agences et entités de l'ONU et aux fonds verticaux. Donc, en total, c'est 41 pour l'environnement. Ah, d'accord, j'ai mal compté alors. Mais enfin, c'est déjà pas mal hein, pour un PMA d'avoir 41 interlocuteurs pour des petits montants. Bon, alors, je donne tout de suite la parole à El Hamdou Dorsouba. Merci d'être avec nous, d'Abidjan, je suppose. Oui, je me joins à vous à partir d'Abidjan. Bien. Alors, quelles sont vos réactions par rapport à ce diagnostic? OK. Bien, déjà, avant d'en venir au vif du sujet, je voudrais vous remercier de nous avoir associés à cette discussion qui, à mon avis, tombe à point nommé juste au sortir de la COP27, où justement le multilatéralisme a été au cœur des enjeux. Tout d'abord, je dirais que le changement climatique est un enjeu mondial déjà, avec des dimensions multiples et des déclinaisons à différentes échelles. Il est évident que la réponse à cet enjeu, à ces défis, nécessite une approche globale et donc multilatérale. Nous l'observons déjà dès le début des négociations sur le climat, avec la création du groupe intergouvernemental sur le changement climatique, le GIEC, en 1988, et avec l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en 1992. Ces deux instruments ont réuni les acteurs multilatéraux, y compris les pays développés et les pays en développement, et au sein des pays en développement, les pays les moins avancés, les PMA. Vous voyez que c'est un enjeu qui réunit des acteurs avec des intérêts divergents, en particulier entre les pays développés et les pays en développement, d'autant plus que les pays développés sont les plus grands pollueurs et les pays en développement, en particulier les PMA, qui sont les moins peu pollueurs, mais les plus vulnérables face aux impacts négatifs du changement climatique. Donc, s'il y a un enjeu qui nécessite vraiment une approche multilatérale, à mon avis, c'est la question climatique. Aussi, je voudrais noter que les conférences de parties sur le changement climatique constituent en elles-mêmes une plateforme adéquate de l'expression du multilatéralisme. Ces sommets, ces conférences qui nous réunissent chaque année et qui réunissent plus de 200 États
de la planète ont toujours cherché à trouver un consensus, depuis plus de 30 ans que ça existe, à trouver un consensus entre des différents intérêts et à trouver des solutions concertées sur la base du consensus, justement. Et elles essaient, ces conférences, autant que faire se peut, de concilier ces positions et ces intérêts divergents, y compris entre les pays pauvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des intérêts immédiats de se développer et de s'adapter, et les pays riches qui ont la responsabilité historique de réduire leurs émissions. Et l'autre point que je voudrais également noter, c'est que il y a un principe majeur dans le multilatéralisme quand il s'agit du changement climatique. C'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Et le principe qui devrait tenir compte des spécificités des États, en tenant compte de leur niveau de développement, etc. C'est donc dans ce contexte également que le financement climatique constitue aussi un enjeu majeur dans le cadre des négociations, notamment la traduction des engagements pris dans les conférences des parties. Vous vous souviendrez de l'engagement pris à Copenhague en 2009 lors de la 15e conférence des parties de fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays en développement pour faire face au changement climatique. Et c'est un engagement pris par les pays développés. Cet engagement, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, et je sais que l'OCDE ne me contredira pas, n'a pas été respecté. Et ça a failli créer un malaise dans le système multilatéral. Et il y a également un nouvel engagement qui a été pris l'année passée à la COP26 de Glasgow, de fournir 40 milliards de dollars pour la finance, pour l'adaptation, seulement pour l'adaptation, en fait, de doubler cette finance-là par rapport à son niveau de 2019, d'ici 2025. À la COP27, il y a quelques jours, il a été noté qu'il y a encore des efforts à faire pour que cet engagement puisse être tenu. Et nous, en tant que Banque multilatérale de développement, je parle là maintenant de la Banque africaine de développement, notre premier mandat, c'est le financement du développement en Afrique. Et nous le faisions déjà depuis la création de cette banque au début des années 60. Mais la question climatique s'est rajoutée à notre mandat, à notre agenda sur les, je dirais, 12 ou 13 dernières années. Et au cours de cette dernière décennie, nous avons énormément contribué au processus multilatéral. Nous, par exemple, nous appuyons le processus multilatéral en étant déjà observateurs du processus de négociation sur le climat, puisque nous avons un siège en tant qu'observateurs. Nous ne prenons pas la parole, sauf quand on nous le demande, mais nous suivons ces négociations. En plus, nous accompagnons nos pays membres régionaux, en l'occurrence les pays africains, dans l'articulation de la position commune africaine sur le changement climatique. Vous savez, depuis 2009, l'Afrique est peut-être l'un des rares continents à parler d'une seule et même voix sur les questions climatiques. Vous vous souviendrez qu'en 2009, à la COP15, l'Afrique, avec son porte-parole, paix à son âme, le Premier ministre de l'Éthiopie, Meles Zenawi, à l'époque, avait demandé, dans le cadre de cet engagement pris par les pays développés, de fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Il avait demandé, et c'est au nom de l'Afrique, que 40% de ces fonds soient alloués au continent. Malheureusement, je crois qu'il n'a pas été entendu. Et il avait souhaité d'ailleurs que ces 40% soient logés au sein d'une institution comme la Banque africaine de développement pour fournir de l'assistance aux pays africains qui font face aux impacts négatifs du changement climatique. Je voudrais également sur cette lancée mentionner que la BAD appuie aussi le groupe de négociateurs africains, l'ensemble des acteurs africains qui participent au processus de négociation. Nous avons, par exemple, soutenu depuis plus de 10 ans le groupe à travers de l'expertise technique, de l'expertise juridique pour harmoniser, développer cette position commune africaine. Nous avons, par exemple, appuyé la mise en place du Fonds vert pour le climat
en 2010, lorsque ce fonds était en train de se structurer, la Banque africaine de développement a fourni de l'assistance technique en déployant un expert de haut niveau pendant 1 an pour appuyer la conception de ce fonds. Donc, tout cela participe à notre engagement à appuyer le processus multilatéral. Et nous avons également, il est important également de noter que depuis 2011, dans le cadre justement du travail commun entre les banques multilatérales de développement, nous avons beaucoup progressé, surtout dans le domaine de la mobilisation de la finance climat. Vous savez, les banques multilatérales de développement, depuis 2011, consolident leur finance climat et produisent chaque année un rapport sur leur finance climat. Et ça, c'est une expérience que nous avons acquise depuis les 10 dernières années et qui a bien marché et qui a permis justement aux banques multilatérales de développement d'accroître de façon significative leur part de la finance climat. Et nous, en tant que Banque africaine de développement, nous avons également notre propre stratégie sur le climat. Nous avons adopté une stratégie en 2009, sur notre première stratégie en 2009, qui a été déclinée en des plans d'action de quinquennaux qui ont été mis en œuvre successivement entre 2011 et 2015 pour le premier plan d'action qui nous a permis de mobiliser 12 milliards de dollars comme finance climat. Et le second plan, nous fixer des objectifs ambitieux, notamment celui de fournir, d'allouer 40% de nos investissements en matière de développement pour faire face à l'action climatique. 40%, alors qu'on était en 2009 à 9% en 2016. Donc, c'est pour un peu revenir après sur la problématique développement-climat, pour dire que déjà, les financements de développement existants nous permettent déjà de faire face à l'action climatique, quoique cela reste encore insuffisant. Et donc, nous avons, sur la base de notre expérience sur les 10 dernières années, décidé l'année dernière d'avoir une approche plus stratégique, plus ambitieuse. Nous avons décidé d'avoir donc une politique climatique. Je crois que nous sommes pour le moment la seule banque multilatérale de développement à se doter d'une politique climatique. Le reste qu'on a, c'est d'avoir des plans d'action ou des stratégies. Nous avons commencé à dire il nous faut une politique climatique qui nous dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment les faire. Deuxièmement, nous avons décidé d'avoir une nouvelle stratégie, mais une stratégie sur le long terme, sur la période 2021-2030, qui nous fixe un peu le cap, la vision pour l'avenir. Et c'est sur la base même de ça, maintenant, nous déclinons un plan d'action sur 5 ans sur la période de 2021-2025. Donc, c'est cette approche que nous avons adoptée. Et dans cette approche, nous nous sommes fixés 2 ou 3 objectifs importants. Premièrement, l'objectif, c'est de allier nos investissements sur les objectifs de l'accord de Paris. Et je crois que la majorité des banques multilatérales de développement sont également dans la même lancée. Et pour nous, nous avons décidé que cet alliement commence à partir de 2023, donc l'année prochaine, avec les cibles pour lesquelles nous sommes en mesure de nous allier et d'autres cibles, nous pouvons nous y allier à partir de 2025. Donc, il y a déjà un engagement ferme qui a été pris. L'autre engagement que nous avons pris, c'est d'allouer 25 milliards de dollars de nos investissements comme finance climat d'ici 2025. Ça, c'est notre... Et tout en gardant l'engagement que nous avons déjà pris en 2016 de faire en sorte que chaque année, nos investissements puissent allouer 40% à la finance climatique. Et je crois que c'est important de noter ces engagements parce que c'est pas évident pour des banques de développement de prendre des engagements aussi fermes et ambitieux sur l'action climatique. Et nous avons fait une chose importante, c'est d'accorder une priorité à l'adaptation. Parce que c'est la priorité de l'Afrique. L'Afrique historiquement, l'Afrique n'a émis que 2,8% des émissions de gaz à effet de serre. Chaque année, l'Afrique émet 4% des émissions globales. Mais sur les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde, 9 se trouvent sur le continent africain, en particulier en Afrique subsaharienne. Donc, la question de l'adaptation demeure un enjeu central pour les pays africains, associé à la question des pertes et dommages qui a été abordée tout à l'heure. Et donc, nous avons commencé la mise en œuvre de cette approche stratégique adoptée l'année passée avec des programmes phares
Je vais peut-être donner deux exemples pour finir. Nous avons un programme qu'on appelle le programme de l'accélération de l'adaptation en Afrique. Un programme de 25 milliards de dollars d'ici 2025. Et sur les 25 milliards, la BAD met sur la table la moitié, 12,5 milliards. Et l'autre moitié, nous sommes en train de travailler à la mobiliser à travers des partenariats, notamment avec le Centre mondial sur l'adaptation et d'autres partenaires. L'autre programme phare que je voudrais citer, c'est un programme qu'on appelle Desert to Power. C'est un programme de 20 milliards de dollars dont l'objectif est de créer la zone solaire la plus grande au monde dans le Sahel. Vous savez, c'est la zone la plus ensoleillée avec un potentiel important, mais il manque de capital pour exploiter ce capital-là, ce potentiel-là. Donc, l'objectif, c'est de créer une zone solaire qui puisse fournir de l'électricité, de l'énergie solaire à 250 millions de personnes dans 11 pays dans le Sahel. Cela complète d'autres programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment le programme que nous appelons PIDAC, le programme sur l'intégration entre développement et adaptation. Pour nous, c'est important d'avoir cette intégration entre les deux. Nous avons un autre programme qu'on appelle le programme sur l'agriculture climato-intelligente. Nous avons un autre programme, ce qu'on appelle le programme de transformation de l'agriculture africaine. Également, nous avons un programme qu'on appelle le programme de résilience face à la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, en plus d'un autre programme qu'on appelle le programme de sécurité alimentaire et de résilience climatique dans le Sahel. Donc, c'est une gamme variée de programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre pour remplir nos engagements sur l'action climatique en Afrique. Je voudrais peut-être conclure en disant que la question du multilatéralisme est centrale. Elle nécessite des engagements fermes, aussi bien des acteurs des pays développés que des pays en développement. Et nous avons, et ça nécessite la mobilisation d'importantes ressources. Comme l'a dit Olivier, les besoins sont énormes. Si je prends seulement les pays africains, les besoins en matière de finances climat sont estimés en moyenne de 1,4 trillion de dollars d'ici 2030. 1,4 trillion. Et cela nécessite des efforts que nous seuls, nous ne pouvons pas. Ça demande du partenariat à tous les niveaux. Ça demande également la nécessité de travailler avec le secteur privé pour mobiliser des financements additionnels. Donc, et pour finir, et justement, c'est sur la question du lien développement et climat. Vous savez, la BAD dispose d'un fonds qu'on appelle le Fonds africain du développement, le FAD, qui est un peu l'équivalent comment on appelle du AIDA dans la Banque mondiale. Et ce fonds célèbre son 50e anniversaire cette année. Et c'est un fonds de financement du développement. Ce fonds alloue déjà 40% de son financement de développement pour l'action climatique. Mais ce n'est pas suffisant. Nous nous sommes posé la question, mais comme nous sommes en train de faire la reconstitution, la 16e reconstitution de ce fonds, quelle innovation nous pouvons apporter pour accroître l'action climatique dans ces pays-là? Et ce fonds, c'est un fonds qui est au bénéfice des 37 pays les plus pauvres, les plus fragiles et les plus vulnérables en Afrique. 37 pays. Et donc, nous avons décidé d'introduire une innovation, de créer ce qu'on appelle en anglais Climate Action Window, un nouvel instrument financier dédié essentiellement à 100% pour le financement climat dans les 37 pays qui sont les plus touchés par les changements climatiques en Afrique. Donc, et l'objectif, c'est de mobiliser entre 4 et 13 milliards de dollars pour assister à appuyer ces pays-là à renforcer leur résilience, en plus de financement que nous fournissons à travers la fenêtre importante de développement qui est le FAD. Donc, c'est un travail en cours. Nous sommes en train de discuter, de négocier, en espérant que si cet instrument est adopté par nos plénipotentiaires le mois prochain, il puisse jouer un rôle central et catalyseur dans la mobilisation du financement climatique en Afrique. Pour conclure, je dirais que les banques multilatérales de développement ont et vont jouer un rôle de plus en plus important dans l'action climatique, dans la mobilisation de la finance climatique dans les années à venir, au-delà de ce qu'elles font déjà dans le domaine du financement du développement. Et donc,
la COP27 l'a montré. À la COP27, il y avait eu une décision importante sur le rôle des banques multilatérales de développement dans l'action climatique et dans la mobilisation de la finance climatique. Et en appelant également à une réforme de ces banques, en les appelant également à se servir de leurs outils de dialogue politique et de financement du développement pour contribuer massivement à l'action climatique. Et la COP27 a aussi montré, une fois de plus, que le système multilatéral est nécessaire. Vous avez vu avec l'adoption, comme vous l'avez dit, à l'arraché, de nouveaux instruments sur les pertes et dommages. Et s'il y a des pays qui ont besoin de cet instrument, c'est justement les pays africains qui utilisent déjà leurs maigres budgets nationaux pour faire face déjà aux inondations, aux sécheresses, aux cyclones tropicaux, etc. Donc, mais ce nouvel instrument va prendre du temps pour se mettre en place. Et alors que les besoins sont urgents, l'urgence est là. Je crois que là aussi, c'est un des problèmes du système multilatéral. Quelquefois, il est lent, mais il prend également du temps pour se mettre en place. Et je voudrais finir en disant que la COP27 nous a montré aussi, nous a surtout montré que nous avons besoin toujours du système multilatéral. Et le rapport qui a été présenté tout à l'heure le montre si bien, malgré cette fragmentation, on en a toujours besoin. Et sur la fragmentation, justement, et c'est mon dernier mot, s'il y a une bonne raison pourquoi ce système est aussi fragmenté. Moi, à mon avis, je pense que les fonds globaux, par exemple, sur le changement climatique, notamment le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial, ont été créés, c'est vrai, ils sont utiles, mais ils n'ont pas suffisamment pris en compte des besoins spécifiques d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de pays. Et les pays africains en font partie. Ce qui fait qu'ils ne répondent pas directement aux besoins de ces pays et de ces acteurs. Et cela débouche sur la création de nouveaux instruments pour pouvoir répondre à ces besoins spécifiques. Peut-être qu'on aura le temps de revenir lors des débats. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Amadou Dorsuma. C'était passionnant de vous entendre et de voir l'engagement de la Banque africaine de développement sur le climat. C'est vraiment un témoignage très important parce que sur les questions climatiques, on entend très souvent, on entend beaucoup la voix des petits États insulaires qui disent c'est nous les plus vulnérables. Et puis vous nous dites c'est nous les pays africains les plus vulnérables. Je pense qu'il y a là un sujet important qui est en voie d'être traité aux Nations Unies à travers l'élaboration d'un indicateur multidimensionnel de vulnérabilité. Et pour autant qu'on y a une influence, on ne cesse de répéter qu'il n'y a pas que les petites îles qui sont vulnérables, les pays africains, notamment les pays sahéliens, sont extraordinairement vulnérables au changement climatique. J'ai eu une question en vous attendant qui s'adresse au fond presque autant à nos amis de l'OCDE qu'à vous-même. C'est vous nous avez donné des chiffres absolus importants sur toutes les initiatives, les programmes orientés vers le climat. Vous nous avez dit que votre objectif était d'aligner 100% des financements de la BAD sur le climat. Mais alors, comment va-t-on faire le partage entre ce qui va être étiqueté financement climat et les autres climats? Je pense que c'est une question qui se pose à l'OCDE de façon très générale et que les observateurs extérieurs se posent beaucoup. Est-ce que vous avez la capacité d'identifier des fonds quand vous dites 100%, mais seulement une fraction va être considérée comme des financements climat? Et au fond, vous nous avez donné le chiffre de 40% pour le FAD, c'est considérable, mais est-ce qu'on peut avoir un pourcentage correspondant pour la BAD? Mais je conçois que ce pourcentage pose des problèmes conceptuels. Et puisque vous avez évoqué le FAD, et donc cette nouvelle facilité que vous envisagez au sein du FAD, une question que peut-être vous ne serez pas étonné de me voir poser, c'est au fond, envisagez-vous une allocation de ces fonds en fonction de la vulnérabilité des pays au changement climatique? Il y a eu des propositions qui ont été faites au FAD et qui ont été longuement discutées sur l'allocation en fonction de la vulnérabilité. Pour le changement climatique, il y a une justification vraiment, pour le financement climatique, une justification très forte. Mais ce n'est pas
vraiment à moi de poser des questions. Peut-être s'il y a une réponse rapide sur ces questions, ça permettrait peut-être de passer ensuite à la présentation de Bruno Cabriac. Merci. Réponse rapide. Hein. Je pense qu'il y a des méthodologies qui sont prouvées, qui ont été testées, et nous en faisons usage pour catégoriser ce qui est qualifié finance-climat comparativement à ce qui est qualifié comme finance pour le développement. Nous, on utilise des méthodologies conjointes entre les banques multilatérales développées depuis 2011 et qu'on a mises à jour régulièrement. Et c'est des méthodologies uniques aussi bien pour l'adaptation que pour l'atténuation. Et c'est sur la base de cette méthodologie que nous sommes en mesure de dire tel montant de nos financements sont considérés comme finance climat et tels autres ne le sont pas. Et c'est des méthodologies assez rigoureuses qu'on utilise pour pouvoir faire ce travail-là. Et maintenant, pour le pourcentage direct de la BAD, je vous l'avais dit, en 2016, 9% seulement de nos investissements étaient considérés ou alloués à la finance climat. Et on a accru cela de 9% à 41% l'année passée. Donc, pour la BAD, le groupe de la BAD de façon générale, mais pour le FAD de façon spécifique, l'objectif était 40%, mais on l'a dépassé l'année passée, on a atteint 44%. Donc, c'était des objectifs, quand on se les avait fixés, notre président avait fixé ça, on trouvait ça très ambitieux, on n'était pas sûr de pouvoir les atteindre. Je crois qu'au bout de 5 ans, on a pu atteindre. Et l'autre objectif important dont je n'ai pas trop parlé, c'est la parité entre la finance de l'adaptation et la finance de l'atténuation. Vous savez, nous sommes la seule banque multilatérale de développement à atteindre la parité entre la finance de l'adaptation et la finance de l'atténuation. L'objectif de parité, c'est de faire 50-50. Vous savez qu'au niveau global, au niveau multilatéral, 90% des fonds climatiques sont alloués, même plus, à la finance de l'atténuation, moins de 10% à l'adaptation. Et depuis toujours, même dans le cadre de l'accord de Paris, on appelle à rééquilibrer cela. Malheureusement, on en est très loin. Or, nous, on s'est fixé cet objectif en 2016. En 2016, quand on s'est fixé l'objectif, notre finance de l'atténuation était au-delà de 60-65%. Et nous avons atteint la parité en 2018, 50-50. En 2019, nous avons fait 55% pour l'adaptation. En 2020, 63%. Et l'année, et cela reflète justement notre engagement de donner la priorité à l'adaptation. Enfin, votre question sur est-ce que le nouvel instrument que nous proposons va pouvoir allouer les ressources en tenant compte des niveaux de vulnérabilité? La réponse est oui. Notre objectif à travers ce nouvel instrument, c'est de donner la priorité aux pays les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus pauvres et qui ont les moins de capacités pour s'adapter. Donc, vous voyez que c'est des pays qui rassemblent beaucoup de types de vulnérabilité et nous en faisons des critères dans l'attribution des financements. Nous allons développer des directives pour pouvoir allouer ces ressources-là en tenant compte des niveaux de vulnérabilité. Et également, on voudrait donner la priorité aux pays qui sont dépendants encore des énergies fossiles pour pouvoir les aider à assurer une transition vers des énergies plus propres dans le futur. Donc, nous allons justement utiliser ce genre de critères pour pouvoir allouer ces investissements. Merci. Merci beaucoup. Ce sera un très grand progrès, très intéressant. Mais Olivier, peut-être juste un mot, est-ce que cette méthodologie commune des banques multilatérales pour identifier ce qui est vraiment financement commun est une méthodologie qui est partagée par l'OCDE? Je ne saurais pas répondre, mais effectivement, la grande question, c'est comment réconcilier le climat et le développement. Et comment, la question de l'additionnalité, ça a été un point qui avait été fait à la COP également par rapport aux autres, pour pas que ça se fasse au détriment de la santé ou d'autres projets. Et on voit avec l'AFD et d'autres qui avaient mis l'objectif 100% climat sans pour autant renier le reste de son portefeuille. Mais sur les méthodologies précisément, je ne sais pas si Abdou, tu as plus de précisions là-dessus. Oui, enfin, sur d'ailleurs un des graphiques qu'Olivier présentait où montrait l'augmentation de la finance multilatérale pour le climat, on pouvait voir qu'on avait distingué
entre différentes méthodologies, et c'est pour ça que les barres étaient groupées par couleur. On distinguait Climate Components, donc qui correspond à la méthodologie mentionnée par M. Dorsuma, et donc qui inclut le reporting des banques multilatérales de développement. Et on a à côté d'autres acteurs qui, eux, reportent en utilisant les Rio Markers. Mais donc, oui, on les prend bien en compte dans nos statistiques. Mais j'imagine que c'est un problème statistique important et considérable pour vous qui êtes amené à collecter les fonds de multiples sources. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, on va peut-être avancer Juste un point rapide, 30 secondes là-dessus. Je pense que c'est vrai, l'OCDE a un gros travail. On leur fournit une base de données sur nos financements. Ils font l'agrégation de tout et puis nous fournissent leur rapport. Ce n'est pas facile. Et l'une des difficultés justement de la finance climat, c'est la définition même du concept. Parce que jusque-là, il n'y a pas une définition acceptée mondialement. Donc, du coup, ça a donné lieu à des méthodologies qui ont des similarités, mais également des différences. Donc, je crois que c'est un enjeu qui pourrait se résoudre à moyen terme avec une définition commune autour de laquelle nous allons tous nous rassembler. Et ça permettrait, à mon avis, de faciliter les choses. Merci. Non, mais c'est très difficile parce que quand il s'agit de la mitigation, de l'atténuation, dès lors qu'on veut aligner l'ensemble des flux sur l'accord de Paris, il y a un continuum, mais il faut trouver un curseur à partir du moment où l'alignement est aussi profond qu'on va faire basculer le flux dans le climate finance. Et du côté de l'adaptation, la difficulté est encore plus grande parce que tout le développement doit concourir, est un processus d'adaptation. Donc, exactement. Voilà, c'est bien difficile. Exactement, mais l'atténuation est très facile, hein, très facile. Et l'adaptation, c'est la plus difficile. Et on a eu longtemps peur de l'approcher. Je crois qu'il est temps de la considérer dans sa complexité et dans son lien avec le développement et de pouvoir appréhender cela de façon plus cohérente que nous le faisons encore jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème méthodologique est vraiment important et il est politique parce qu'ensuite, ces chiffres sont utilisés pour dire les 100 milliards, on a fait 85%, mais comment ont été calculés les 80%? Vous connaissez tous les débats qu'il y a là-dessus. Bruno, nous avons hâte de t'entendre. Merci beaucoup, Patrick, et merci à Olivier Cataneo pour cette présentation très claire, et merci à M. Dorsuma qui a vraiment montré de façon très percutante l'action de la Banque africaine de développement en matière de climat. Je voulais juste commencer, pour terminer le débat précédent, par une question. Comme tu l'as indiqué, Patrick, il y a une définition des financements climat pour calculer le chiffre que l'OCDE calcule sur les fameux 100 milliards de Copenhague. Et donc, cette définition, elle ne fait pas, pour l'instant, encore consensus. Elle est loin ou elle est proche, finalement, de ce qu'utilisent les banques multilatérales de développement pour qualifier la finance climat? C'est une question pour nous? Oui, c'est une question pour vous. D'accord. Je pense que les statistiques qui sont utilisées pour ce calcul, pour les 100 milliards, sont faites par une autre unité. Et donc, c'est des statistiques différentes de celles qu'on utilise nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et espérez que vous harmonisez vos méthodologies au sein de l'OCDE. Non, mais c'est ce que j'allais dire à Patrick en réponse, c'est que même au sein de l'OCDE, on n'a pas encore véritablement ce consensus entre la direction de l'environnement qui calcule pour les 100 milliards et nous qui calculons pour l'aide publique au développement. Et il y a encore besoin de discussion pour l'harmonisation. Donc, voilà, c'est vraiment pas simple. Et pour ajouter à la complexité, vous savez que les 100 milliards au début étaient censés être des fonds nouveaux et additionnels. Et là, si on doit considérer cela dans le calcul, ça complexifie davantage la situation.
problème de l'additionnalité est un problème méthodologique aussi compliqué, de savoir comment on mesure ex post l'additionnalité. Et ex ante, je me souviens de débats au moment de la conférence de Paris de certains négociateurs qui disaient « Nous ne sommes pas engagés sur l'additionnalité ». Et je leur ai dit « Mais regardez les textes, le mot additionnalité était vraiment écrit. » voilà. Bruno. Oui, alors merci Patrick. Moi, je voulais faire quatre remarques rapides et peut-être liées à l'architecture financière internationale autour du sujet clé, comme l'a souligné Olivier Cataneo, qui est celui de l'assistance pour lutter contre le changement climatique et de l'aide au développement. Alors peut-être première remarque, j'ai noté dans la présentation d'Olivier, le multilatéral, la part du multilatéral dans les flux d'aide est de plus en plus important, le multilatéral est de plus en plus sollicité. C'est quand même un paradoxe à un moment où les tensions géopolitiques se sont considérablement renforcées. Et donc, ça montre bien qu'il y a un besoin fort, me semble-t-il, du multilatéral qui résiste à une conjoncture géopolitique très, très, très agitée. Deuxième remarque, avec à la fois la crise du Covid d'une part et d'autre part le climat, le changement climatique qui est devenu une urgence planétaire, on est vraiment aujourd'hui au cœur de la problématique de financement des biens publics mondiaux, et ce qui pouvait apparaître au moment où s'est développé le concept de bien public mondial comme quelque chose de relativement théorique, c'est aujourd'hui central dans les flux nord-sud, et c'est central au-delà pour l'ensemble de la planète. Et la crise sanitaire a bien mis en lumière le fait que le système actuel, y compris le système multilatéral, avait encore un certain nombre de carences, par exemple pour lutter contre les pandémies, d'où les initiatives du G20, la création de ce fonds spécialisé dans la santé auprès de la Banque mondiale, pour combler ces carences, après qu'une étude sur ces carences a été conduite notamment par la Banque mondiale et fait consensus sur le fait que le système avait des carences. Et donc, ce qui a été nécessaire, et ce qui est toujours nécessaire pour la lutte contre les pandémies, et encore plus pour la lutte contre les changements climatiques. J'ai entendu monsieur Dorsuma dire que c'est les pays du Nord et du Sud avaient des intérêts divergents. Alors, c'est vrai peut-être pour les intérêts intermédiaires, si je puis dire, mais pour l'intérêt global, en matière de lutte contre le changement climatique, comme tu l'as très bien dit, Patrick, qui est un bien public mondial pur, il n'y a pas vraiment d'intérêt divergent entre le Nord et le Sud en termes d'objectif final, puisqu'on est tous dans le même bateau, en tout cas sur la même planète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, il y a eu une adaptation du système existant, on en a parlé. Il y a eu d'une part la réorientation des priorités des banques multilatérales, en ajoutant une fonction objectif climat et maintenant une fonction objectif environnement, au service de la nature, biodiversité, etc., aux deux fonctions d'objectifs fondamentales qui étaient le développement économique et la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'inclusion. Et donc, ça, c'est la première adaptation du système. Alors, c'est une adaptation qui est un peu... qui paraît parfois un peu, je dirais, artificielle. Et quand on se demande quel est le pourcentage des engagements des banques multilatérales de développement qui est consacré au climat, eh bien, quelque part, c'est un peu orthogonal avec l'idée que ces banques multilatérales de développement gèrent de manière holistique à la fois les problèmes de développement et de lutte contre le changement climatique, puisqu'on identifie des flux climat et des flux qui ne sont pas climat et qui sont pour le développement. Et donc, quelque part, ça montre peut-être que
cette première adaptation, si elle peut être satisfaisante sur le plan opérationnel et pas forcément satisfaisante sur le plan du narratif. La deuxième adaptation, ça a été la création de fenêtres spécialisées dans les banques multilatérales de développement, au FMI, à la Banque mondiale. Bon, Monsieur Dorsuna a parlé du Climate Action Windows au FAD. C'est l'illustration effectivement de ce type d'outil. Et enfin, la troisième adaptation du système multilatéral, on en a longuement parlé, c'est la création de fonds verticaux. J'ai entendu le chiffre de 41 fonds verticaux. On se posait la question dans le groupe qu'a signalé Patrick à l'affaire dit du nombre de fonds verticaux sur le climat. Donc voilà, on a la réponse. C'est quand même effectivement un nombre considérable, même si j'avoue que personnellement, j'en anticipais plus. Mais en termes de coordination pour les pays bénéficiaires, c'est extrêmement lourd. Donc, ce système, il s'est adapté, mais comme l'a très bien dit Olivier Cataneo, au prix de plus de complexité, de plus d'opacité et de moins de redevabilité. Donc, le coût de l'adaptation du système multilatéral au financement des biens mondiaux est relativement élevé et évidemment nécessite un besoin peut-être de renforcement de la coopération, alors que ce sujet de renforcement de la coopération, qui était pourtant au centre des préoccupations de la communauté financière internationale et de la communauté autour du CAD, ce sujet est vraiment passé, semble-t-il, au deuxième plan des priorités et on en parle moins comme vecteur d'efficacité. Et peut-être quatrième et dernière remarque qui découle des précédentes, il faut peut-être repenser le financement des biens publics mondiaux pour sortir des deux cercles vicieux qu'a montré Olivier Cataneo. Il faut être conscient des tensions qu'il y a entre l'idée d'avoir une vue holistique du développement et donc d'avoir un développement durable, inclusif, etc. Ça, c'est la première tension. Ça, c'est le premier angle de vue. Et l'autre angle de vue, il nécessite d'avoir une appréciation cohérente de chacun des biens publics mondiaux. Je donne juste un exemple, parce qu'il a été cité tout à l'heure, mais quand on veut financer la transition, eh bien c'est à peu près mathématique et normal que les pays pauvres reçoivent proportionnellement moins de financement, tout simplement parce qu'ils émettent moins et donc ça a moins d'attraction en termes de financement de l'atténuation. Alors, je n'ai pas la solution, bien sûr, pour repenser ce financement, mais ce financement des biens publics mondiaux, mais je pense que ça aurait deux avantages. Le premier avantage, ça permettrait d'avoir un narratif différent et qui se différencierait assez fortement du narratif sur l'aide au développement. Et donc, parce que c'est, si je puis dire, deux biens publics mondiaux et on n'a pas, au niveau des pays du Nord, le même type d'intérêt sur ces deux biens publics mondiaux. On a des intérêts beaucoup plus forts sur la lutte contre le changement climatique, à nouveau, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre sans avoir la coopération des pays du Sud. Et donc, ce nouveau narratif permettrait, je pense, d'augmenter sensiblement la capacité et la volonté de contribution des pays du Nord et donc d'augmenter les flux. Parce qu'une des carences actuelles des financements climatiques publics et multilatéraux, c'est évidemment d'être insuffisant. Donc, ça, c'est un avantage, à mon avis, important à rechercher d'une restructuration du financement des biens publics mondiaux. Le deuxième avantage, c'est que ça peut résoudre d'éventuels arbitrages entre l'objectif de développement et l'objectif de la transition énergétique et donc de l'atténuation climatique. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, l'adaptation, c'est vraiment un processus qui est
complètement à l'intérieur, endogène du développement, mais l'atténuation, pas forcément. Et donc la transition énergétique, si elle est financée avec des objectifs différents, c'est évidemment peut-être quelque chose qui permet de lever l'opacité et d'améliorer la redevabilité par rapport aux contribuables ou aux donateurs des pays, des pays du Nord. Et finalement, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour terminer, si on utilise le principal argument pour utiliser les mêmes instruments, les mêmes canaux de transmission, à savoir les banques multilatérales de développement, pour faire de l'aide à l'atténuation et pour faire du développement, si l'argument c'est que c'est un processus qui est vraiment complètement intégré, alors on a un peu de difficulté à comprendre que les banques multilatérales de développement soient obligées pour montrer, et en termes de redevabilité, pour montrer qu'elles sont actives dans le climat, de dire, ah bien, on fait tant % pour le développement et tant % pour le changement climatique. Voilà, donc je crois qu'il y a une possibilité de repenser cette architecture du financement et notamment pour plus de transparence et de redevabilité. Merci beaucoup, Bruno, de cette perspective qui est très importante parce qu'elle débouche sur la réforme d'ensemble du système, avec des questions qui sont aussi des questions pour le CDE et la comptabilité des biens publics mondiaux. Alors, le climat, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qu'on met dans les blancs publics? Tu as évoqué la santé, mais il reste quand même un problème de frontières et ça demande en tout cas une bonne clarification conceptuelle, mais c'est une voie de réflexion qui me paraît vraiment très, très, très utile. Deux membres de notre groupe ont publié un article il y a quelques mois sur il faut transformer la Banque mondiale en banque du climat, point. Mais c'est très discuté, c'est pas une proposition un peu de provocation qui fait choc, mais qui n'est pas nécessairement partagée, mais qui pose le problème, je dirais, un petit peu pointu, de façon un peu pointue, qu'a soulevé Bruno Cabriac. Je ne suis pas sûr que la Banque africaine de développement veuille se contenter de financer le climat et la santé, mais voilà, c'est elle-même. Peut-être des réactions de la part de nos amis de l'OCDE et évidemment, bien sûr, aussi d'Alamdou Dorsouma. Merci, non, mais très intéressant. Merci pour ces, pour ces remarques de M. Dorsouma et M. Cabriac. Mais je vais commencer par la fin et je remonterai dans les questions qui ont été posées. D'abord sur la question de la complexité, opacité, redevabilité, enfin, ça me semble être une question essentielle. Ce qu'on développe à l'OCDE, c'est une analyse de similarité des portefeuilles, des multi et des bilatéraux, que ce soit en termes de géographie, en termes de thématiques et en termes d'instruments, pour essayer de voir où est-ce qu'il y a des manques, où est-ce qu'il y a des duplications, etc. Et ça permettra peut-être déjà cette cartographie d'aider à une meilleure efficacité et redevabilité. Redevabilité, je pense que c'est important parce qu'encore une fois, nous, on travaille pour le comité d'aide au développement de l'OCDE, qui a été créé dans les années 60, et c'était l'époque où ils étaient quasiment les seuls acteurs reconnus, en tout cas dans le domaine de l'aide. Ils ont créé ce comité, le CAD à l'OCDE, précisément pour faire des peer reviews, pour faire des statistiques harmonisées, pour faire des standards communs pour les bilatéraux. Aujourd'hui, on a de nouveaux acteurs grâce à l'Addis Abeba Action Agenda, tels que les multi, mais aussi les philanthropies ou autres, qui n'ont pas finalement une redevabilité collective telle que le CAD là au niveau des bilatéraux. Donc, c'est une réflexion enfin, qu'on pourrait poursuivre. Autre point qui a été mentionné par M. Cabriac, c'est la dimension géopolitique.
qui est absolument essentiel dans la question de la fragmentation du système. On le voit par exemple, il y a les États-Unis qui lancent l'initiative Build Back Better. La question, s'ils recréent et mettent ces milliards dans un autre système que le système existant, on contribue à la fragmentation. Donc, toute la question est quelle est la raison derrière laquelle, pourquoi les États-Unis ou d'autres ne veulent pas mettre dans le système. Il y a des raisons d'efficacité, mais il y a aussi des raisons géopolitiques, je pense, et qu'il faut veiller à ce que préserver l'esprit du multilatéralisme et que tout le monde contribue au système existant. Maintenant, pour revenir sur les points de M. Dorsuma, et je pense qu'ils étaient tous liés. La question des 100 milliards, des 100 milliards, et d'ailleurs, l'idée de la COP27, c'était de passer des pledges à l'implementation, c'est-à-dire passer des promesses à la mise en œuvre. Mais ce qui est intéressant, pourquoi on n'atteint pas aussi ça, c'est un risque qui existe pour la finance durable ou la finance climat, c'est un peu une canalisation des fonds vers les pays à haut revenu. On sait que dans le monde, si on regarde tous les biens qui existent dans le monde, il y a 80% de la finance qui est concentrée dans les pays à haut revenu, donc 20% pour le reste du monde. Si on regarde toute la finance durable, et tout qui a évolué, on arrive à 97% dans les pays à haut revenu et que 3% dans le reste du monde. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que en fait, les solutions qu'on amène aux ODD et autres aboutissent à l'opposé de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire à une concentration encore plus grande dans les pays à haut revenu qui peuvent démontrer qu'ils réunissent certaines conditions, certains standards, etc. Donc, c'est absolument essentiel, y compris d'ailleurs fonds du SDG washing ou autres, que ne peuvent pas faire d'autres pays. Donc, c'est essentiel de restaurer un équilibre à ce niveau-là. L'autre, c'est également la question qui a été soulevée de l'adaptation. Il y a trop peu d'argent qui va sur l'adaptation. L'essentiel va sur l'atténuation. Et parmi les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, enfin qui sont discutées, je pense notamment à l'initiative de Bridgetown, etc., on a eu une présentation la semaine dernière avec le conseiller de la Première ministre qui était très intéressante, qui disait que clairement pour pertes et dommages, ce devait être des dons. Pour les questions d'adaptation où le secteur privé est plus difficile à mobiliser, ça devait être du concessionnel. Et pour l'atténuation, où là, il y a un retour financier possible, ça devrait être le secteur privé. Donc, il y a la réflexion aussi de comment allouer en fonction des types d'instruments, en fonction de la concessionnalité, à travers les différents besoins du climat. Donc, voilà, juste une réaction. Je ne sais pas, Abdou, si tu as une réaction sur d'autres points. Non, peut-être nous approchons de la fin parce que nous devons impérativement avoir terminé à 18h15. Est-ce que par rapport à ces observations, Alamdou, Dorsuma et Bruno Cabriac ont quelque chose à dire? Moi, j'aurais des tas de choses que je voudrais dire, mais ce n'est pas mon rôle. Notamment sur cette… je le dis en passant parce que c'est mon thème favori. Derrière ce que Olivier vient de dire, il y a vraiment le besoin d'avoir une allocation géographique entre pays sur la base de critères consensuels. Et il ne suffit pas de créer des enveloppes dédiées à tel problème ou à tel groupe de pays. Il faut regarder maintenant l'allocation entre les pays et c'est vraiment essentiel. Bruno, et peut-être le dernier mot à M. Dorsuma? Non? Oui, Patrick, juste pour rebondir sur ce que tu disais, l'allocation entre pays est essentielle, mais pour plus de redevabilité, je pense que l'allocation doit être, et ça c'est une opinion personnelle à discuter, doit être fragmentée. Autant l'allocation pour le développement, l'adaptation, ça fait sens qu'elle soit commune. Par contre, l'allocation pour l'atténuation répond à des objectifs
qui sont, à mon sens, très différents. Et donc, on doit, et non seulement à des objectifs, mais finalement, quelque part, je sais que c'est parfois pour certains un gros mot, mais à des conditionnalités qui sont tout à fait différentes. Tu as tout à fait raison, c'est une précision essentielle. La mitigation, l'atténuation, c'est vraiment quelque chose de spécifique à part. Oui. Monsieur, cher ami Dorsouma. Oui, justement, rapidement sur cette dernière question, moi, à mon avis, adaptation, atténuation, tous les deux font partie du développement parce que les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de la crise climatique actuelle sont dues au fait que voilà, le modèle de développement que nous avons est pollueur. Donc, c'est le modèle de développement qu'il faut repenser, aussi bien pour l'atténuation que pour l'adaptation. C'est un avis personnel. Donc, je ne vois pas l'adaptation seulement liée au développement et l'atténuation, non. L'autre aspect, votre point, M. Guillaume, sur est-ce que les banques multilatérales de développement doivent devenir des banques climat, ce serait l'idéal, mais il faudrait bien que quelqu'un s'occupe du développement. Et les pays en développement ont un besoin énorme en matière de développement. Je n'ai pas dit que c'était ma proposition. Hein. J'ai dit que ça avait été. C'est une proposition qui a été faite pour la Banque mondiale. Et d'ailleurs, même pour la Banque mondiale, c'est évidemment discutable. Voilà. Exactement. Mais non, mais je pourrais rebondir sur le fait que moi, je vois l'approche holistique est très importante parce que pour nous, en Banque multilatérale de développement, le climat est un enjeu transversal. Ce n'est pas un secteur en lui-même. Il est transversal à tous les secteurs dans lesquels nous intervenons, aussi bien l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les ressources en eau, etc. Donc, d'où la nécessité d'une approche holistique pour pouvoir adresser la question de façon dans sa complexité puisqu'elle est transversale. L'autre point que j'avais noté, le point de M. Cabriac sur est-ce que c'est parce que les pays pourquoi les pays pauvres reçoivent moins de financement parce qu'ils émettent le moins, je crois avoir retenu un truc comme ça. Ça m'amène Pardon? Je ne suis pas sûr que... Non, c'était pas mon idée, mais l'idée, c'est simplement de dire les pays les plus pauvres émettent le moins. Donc, si on veut faire de l'atténuation, c'est pour réduire ces émissions, en proportion de la réduction d'émissions, on va évidemment toucher moins les pays pauvres. C'est, j'allais dire, mathématique, parce que les plus grands gains en termes de réduction d'émissions, on va les obtenir en Chine, en Inde, dans les pays à haute intensité énergétique déjà émergents, voire aux États-Unis. Ce n'est pas normatif, c'est une constatation de fait. Et c'est pour ça, vous vous rappelez de ce qu'on appelle le CDM, le Clean Development Mechanism, le MDP en français, le mécanisme de développement propre. On a fini par l'appeler, nous, les spécialistes du domaine, on disait que c'était China Development Mechanism, parce que ça n'a pas pris en compte le profil d'émissions de gaz à effet de serre des pays les plus pauvres. Parce que si les pays pauvres n'émettent pas plus, c'est ce qui est vrai, il y a des secteurs dans lesquels ils émettent le plus. La déforestation, la mauvaise utilisation des terres, etc. Et ça n'a pas été pris en compte dans le système de mécanismes de compensation qui ont émergé du protocole de Kyoto. Merci. Et non seulement ils émettent plus, mais aussi où ils protègent à travers les forêts, les tourbières. Ils ont la gestion d'un capital de captation qui est considérable. Je crois vraiment que nous devons arrêter. On pourrait prolonger ce débat qui est passionnant. Je vous remercie infiniment. Les uns et les autres, et principalement, évidemment, les commentateurs qui ont été sollicités tardivement pour monter ce panel qui a été extrêmement vivant. Merci encore à Olivier Cataneo et à Abdoulaye Fabrega de nous avoir invités. Et puis, poursuivons le dialogue et le débat sur d'autres façons et dès que possible. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.